Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Il est de tradition de se retrouver avec les coprésidents du CCF au lendemain de chaque dîner annuel, désormais lui aussi traditionnel, de la communauté arménienne de France. Traditionnelle est aussi la présence du président de la République qui cette année a donné par son annonce d'inscrire une journée de commémoration du génocide arménien, ce qui n'a pas tardé à provoquer une réaction attendue tout de même d'Ankara, a donné donc un nouveau souffle par ce geste à la reconnaissance internationale du génocide arménien. Mais la soirée avait au programme d'autres sujets encore, moins consensuels cette fois, en l'occurrence sur la question de l'Artsakh. C'est avec Mourad Papazian et Ara Touranian que nous reviendrons dans ce quart sur table sur la portée de cette soirée, les attentes des Arméniens exprimées en partie par les coprésidents du CCF et les positions du président Macron sur ces différents points soulevés. Mais je veux quand même m'arrêter d'abord sur l'esprit qui règne au sein de la communauté, dont un certain nombre de représentants, pas forcément dans un sens institutionnel, se retrouvent chaque année pour célébrer cette union des Arméniens, désormais consolidée. Être ensemble, ça a un sens aussi. Il n'y a pas que la présence du président de la République, il n'y a pas que le volet politique et les attentes des Arméniens par rapport à la République, c'est aussi un moment de retrouvailles à la Touranian. Qu'est-ce qu'on peut en dire après ces années? Il y a quelques décennies, il y avait beaucoup de divisions dans la communauté. Aujourd'hui, on parle d'union. Quel est le sens de cette retrouvaille à chaque dîner du CCF? Oui, la situation de la communauté et du monde arménien a considérablement changé depuis ces 3 dernières décennies, forcément, avec la chute du mur de Berlin, l'indépendance de l'Arménie, la guerre du Karabakh, donc qui sont autant d'événements qui ont réduit, même anéanti, réduit à leur portion très très congrue les clivages idéologiques qui pouvaient opposer les uns et les autres. Aujourd'hui, notamment à l'extérieur de l'Arménie, on a très peu de points de divergence entre les différentes groupements, factions, organisations et partis politiques de la diaspora. On est tous évidemment derrière les mêmes combats, que ce soit pour la reconnaissance du génocide, évidemment autour de l'Artsakh, évidemment sur le soutien à l'État arménien, et d'une manière générale pour la défense des libertés, des droits de l'homme, qui est aussi une question qui se pose même plus en Arménie aujourd'hui. Donc il y a vraiment un terrain qui est très très favorable à l'unité, mais cette unité, on l'a construite aussi ensemble depuis la création du comité du 24 avril, puis du CCAF, ça remonte déjà à il y a 20 ans. Ce sont des processus sur lesquels, et les uns et les autres, on a pas mal travaillé, on a appris à se connaître, on a appris à avoir confiance, à être loyaux et à travailler dans un esprit constructif. Et je crois que c'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus évident, et il est de plus en plus clair que l'union fait la force, tout simplement. Et on a bien tous conscience de ça, et c'est ce qui fait qu'on agit tous ensemble d'une manière solidaire. Pour servir les objectifs fondamentaux qui sont communs à l'ensemble des forces de la communauté arménienne de France. Et c'est vrai, vous avez raison, ce dîner est en plus un moment extraordinaire de convivialité et qui est d'autant plus fort que c'est aussi un rendez-vous politique. Alors là, on va en discuter toute la soirée, mais enfin il y a peu d'endroits dans le monde où la communauté arménienne peut prétendre pouvoir inviter et un président de la République à sa table, et le maire de la ville, et le président de la région, autant de personnel politique, des people, des hommes d'affaires, enfin bon, c'est quand même un énorme rendez-vous, et de la communauté, et aussi, c'est ce qu'on a voulu, c'est l'esprit qu'on a voulu donner, et aussi des amis
des Arméniens, des amis de la communauté arménienne, de toute confession, de toute provenance, qui se reconnaissent dans nos combats et qui sont solidaires avec nous. Donc c'est aussi ce moment de solidarité et d'unité, même au-delà du monde arménien, qu'on a voulu essayer de magnifier à travers ce dîner, qui s'impose aussi comme un des grands rendez-vous incontournables de la vie politique en France, en ce qui concerne en tout cas les communautés. Mourad Papazian, même les plus sceptiques pensent et ont des attentes de la part de la communauté arménienne de France parce qu'on les a habitués à quelques coups d'éclat. Parce qu'il y a eu ces quelques passages de la loi au Parlement, il y a eu les refus, donc il y a toute cette agitation. Et puis il y a ce bel exemple du CCF qui peut-être a beaucoup à faire encore pour se développer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a démarré ici. Comment peut-on transformer cet exemple en réussite, déjà en approfondissant l'action du CCF, mais surtout en servant d'exemple à d'autres qui ont envie de faire quelque chose, mais qui savent pas forcément comment s'y prendre, parce qu'il y a des divisions, des murs, mais qui peuvent se détruire très vite si on s'y met. Vous avez raison de souligner la fragilité de la situation, parce que je crois que le CCF a réussi à se construire par la volonté d'hommes et de femmes qui ont pris conscience qu'il était nécessaire de se rassembler autour de dénominateurs communs plutôt que de se diviser. Il est vrai que nous avons réussi ce pari, mais c'est un combat de tous les jours. Parce que dans le CCAF, il y a une vraie diversité de partis, d'associations, d'organisations qui s'expriment à l'intérieur du CCAF et qui, à l'intérieur du CCAF, peut avoir des divergences, peut avoir des débats, peut avoir des positions totalement différentes qui, de temps en temps, sortent du CCAF. Mais c'est pas la tradition. La tradition, c'est justement de s'exprimer à l'intérieur pour, à l'extérieur, pouvoir présenter un front uni. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi, en réalité, à gagner sur tous ces combats. Parce que tout à l'heure, ce que vous appeliez des coups d'éclat autour de la loi, il faut savoir que nous avons 6 fois battu la Turquie à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans la loi reconnaissant le génocide arménien en 2001, dans la loi pénalisant la négation du génocide arménien, la proposition de loi en 2012, dans le projet de loi pénalisant la négation du génocide arménien en 2016, à chaque fois, et à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelles qu'aient été les majorités de droite ou de gauche, en réalité, nos textes ont été votés malgré les pressions de la Turquie. Alors ce dîner du CCAF, c'est effectivement un moment important pour nous. C'est l'expression des revendications de la communauté arménienne, des problèmes de la cause arménienne, et de pouvoir les exprimer directement, effectivement en présence du président de la République, mais également de toutes ces personnalités qui font la France dans sa diversité, que ce soit le monde politique, le monde artistique, les associations, les ambassadeurs de grands pays qui étaient présents là, la Russie, Israël, la Suisse, l'Iran, les États-Unis, en fait tout ce personnel diplomatique était présent, donc il n'y a pas d'autre exemple en réalité d'organisation de ça. Quant aux autres communautés arméniennes qui nous observent, effectivement, certaines ont envie aujourd'hui de mettre en place ce genre de dispositif CCAF, ce dispositif d'union dans leur communauté, et Ara et moi sommes interrogés par d'autres communautés pour expliquer la manière dont les choses se sont mises en place. Et je crois que la vérité est là, parce qu'il est important aujourd'hui de généraliser ce processus d'union. On le voit bien, ça n'a rien enlevé aux uns et aux autres. Ça a au contraire permis de resserrer les liens, de serrer les coudes et de démultiplier la puissance de frappe des Arméniens en faveur de la cause arménienne. Alors il faut dire pour nos auditeurs que cette soirée a été animée par la journaliste, animatrice de télé Léa Salamé, qui a évoqué ses origines libanaises mais surtout arméniennes, et comment sa maman l'engueulait à chaque fois
pourquoi elle ne se mettait pas au service aussi bien du Liban que de l'Arménie, en oubliant parfois ses origines. Enfin, c'est anecdotique, mais c'était pour démontrer et tracer l'histoire aussi de ses grands-parents qui sont venus de l'Arménie occidentale jusqu'en Syrie, donc à Alep, et puis le Liban et la France. Donc c'était une soirée chargée aussi surtout de déclarations, et surtout celle qui consiste à inscrire la journée de commémoration du génocide arménien. Donc, est-ce que c'était pour vous, en tant que coprésident du CCF, quelque chose d'attendu, ou c'était une surprise, même si le président l'avait évoqué l'an dernier, et même si c'était une promesse de campagne à la Touragnan? Non, ce n'était pas quelque chose d'attendu, c'est quelque chose qu'on attend depuis l'élection du président de la République, mais comme vous savez, c'est le maître des horloges et c'est lui qui décide. Et rien ne laissait présager que ça serait cette fois-ci, même si évidemment de notre côté, je ne dirais pas qu'il y a une pression, mais la demande est là. Donc il sait que la demande est là et qu'elle attend une réponse, et cette réponse donc est venue hier. Écoutez, on s'en félicite, c'est en cohérence avec les engagements qu'il avait pris. C'est quand même honnête de ne pas avoir laissé ça à la 5e année de son mandat. Non, il y a quelque chose de correct là-dedans. Je crois qu'il faut vraiment remercier Emmanuel Macron pour cette initiative qui l'honore et qui, en faisant droit aux victimes du génocide arménien, honore également la France. Et effectivement, c'est bien qu'il l'ait retiré d'un contexte purement électoral, parce que ça donne sa vraie dimension à cette demande et qui correspond à un vrai besoin. Je crois que ça participe, maintenant cette décision, elle participe du processus, comme vous l'avez dit, de reconnaissance internationale du génocide arménien. C'est une pierre supplémentaire qui est apportée. Et puis aussi, ça renforce le dispositif antinégationniste en France, de la même manière que la loi de 2001 fait partie du dispositif antinégationniste. Donc face à un négationnisme d'État de la Turquie qui s'exporte sur le territoire national, il y a des réponses officielles, des réponses d'État de la France pour faire barrage à cette exportation insupportable du négationnisme sur le territoire national. À tous ces points de vue, il faut dire chapeau bas à Emmanuel Macron d'avoir pris cette décision en toute responsabilité, et justement dans un contexte qui n'est pas un contexte électoral, c'est d'autant plus grand et ça donne d'autant plus de force à cette mesure. Alors, est-ce qu'on peut, Mourad Papazian, parler d'une sorte d'exemplarité, même si l'exemplarité demande encore plus d'efforts, parce que tout est dans les détails en réalité, mais il y a la loi, c'est quand même une loi, c'est pas juste une résolution d'un parlement, c'est une loi. Et c'est très important à le dire et à le rappeler à d'autres pays. Il y a eu ces différentes campagnes dont vous avez parlé tout à l'heure de pénalisation, même si ça n'a pas abouti au Conseil constitutionnel. Et puis, il y a cette journée de commémoration, et ce sera un 24 avril, si je me trompe pas. Donc, c'est quand même énorme. Alors que, derrière, le monde, comme il l'a dit, bégaye encore, le monde est en retard par rapport à cette question. Quel impact cela pourrait avoir, nul, ou un impact certain sur d'autres pays, pour suivre l'exemple français, parce que là, on montre quand même qu'on peut parler avec la Turquie autrement, tout en se rappelant de l'histoire et évoquant l'histoire avec clarté. Alors d'abord, à quoi ça sert? C'est la première question que les gens se posent. Finalement, à avoir réussi à faire inscrire dans le calendrier de la République une date symbolisant le génocide arménien. Ça sert avant, en fait, les commémorations du génocide arménien étaient organisées par la communauté arménienne. Là, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État organise, participe, est présent aux commémorations du génocide arménien. Mais c'était déjà en quelque sorte le cas, le 24 avril. À Paris. À Paris. Oui, c'était le cas à Paris, puisque c'était le président de la République, etc. Et donc, il est important aujourd'hui de signaler que c'est l'État. Donc toutes les institutions, toutes les préfectures. Exactement. Très bien. C'est l'État. Ça fait partie du calendrier républicain. Maintenant, le 24 avril, c'est la commémoration du génocide arménien. C'est pris en charge par l'État français, où l'État français sera présent à travers ses préfets, à travers ses représentants. C'est une commémoration nationale. Donc, c'est
très différent, en fait, en réalité. À quoi peut-on s'attendre, justement, le 24 avril prochain? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le 24 avril prochain, partout où, en fait, les associations arméniennes signalent aux représentants de l'État l'organisation d'une manifestation, d'une commémoration, etc., seront présents les représentants de l'État qui pourront ou pas s'exprimer, mais seront présents des préfets, des membres du gouvernement, des représentants du président de la République seront présents. C'est totalement différent. On passe à une autre dimension de reconnaissance, premièrement. Deuxièmement, c'est une promesse, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, effectivement, pour compenser quelque peu le fait que le texte de loi pénalisant la négation du génocide arménien avait été invalidé par le Conseil constitutionnel, adopté politiquement, mais invalidé par le Conseil constitutionnel. Donc là, la capacité du président de la République à décider lui-même de la manière dont il pouvait compenser s'est articulée avec effectivement cette proposition que nous lui avions faite, nous, entre les deux tours de l'élection présidentielle, lorsqu'il est venu le 24 avril 2007 devant le monument Komitas, on lui a demandé, il a accepté tout de suite. 2017, et un an et demi après, c'était réglé. 2 ans après, c'est réglé, en fait. Donc c'est très important. C'est vrai, on peut mesurer l'importance de cette décision à sa portée médiatique, d'une part. Les médias du monde entier s'en sont fait l'écho. Et également à la réaction du gouvernement turc, où le gouvernement turc a réagi très violemment contre cette décision. Alors, notre discussion a lieu mercredi, le lendemain de la soirée du dîner. Donc, cette émission passant le samedi, il est fort probable que entre mercredi et samedi, il se passe des choses et qu'on puisse pas en parler durant cette émission. Il peut y avoir d'autres développements, mais en tout cas, d'ores et déjà, quelques heures après l'annonce de cette décision, le ministère des Affaires étrangères turc a réagi très violemment. Donc c'est important. On a plusieurs points qui nous permettent de mesurer que c'est une décision importante et qui peut effectivement avoir valeur d'exemple dans d'autres États. Et sur le plan pédagogique, est-ce que ça peut avoir un impact? Alors on va parler de Vincent Duclerc et de son action scientifique éducative, mais est-ce que cette loi, en tout cas cette disposition, c'est un décret présidentiel. Donc est-ce qu'il permettra à libérer un petit peu les esprits par rapport à cette question qui elle est de plus en plus présente dans les manuels scolaires, mais d'une manière très soft, si je puis dire. Moi, je partage l'avis de beaucoup d'historiens français qui consiste à dire que la question de la reconnaissance du génocide, aujourd'hui en France, sur le plan scientifique et même maintenant sur le plan politique, elle est réglée. C'est réglé. Le génocide est totalement reconnu par la France, il est reconnu par la loi, c'est confirmé, ça va être confirmé, ça va prendre encore une autre dimension avec la mesure qu'a prise Macron. Donc c'est vraiment un problème maintenant qui est réglé. Ça veut pas politiquement. Mais en termes de connaissance de l'histoire, on est un peu loin. Non, mais en termes de connaissance du fait historique par la communauté scientifique des historiens, ça aussi c'est réglé. Puisque l'ensemble des historiens sérieux reconnaissent le génocide arménien. Il n'y a guère que quelques négationnistes à la solde de la Turquie ou l'Institut officiel d'histoire turque qui mène sa propagande négationniste dans le monde entier. Mais ce n'est pas sérieux. La communauté des historiens. Alors, maintenant, il y a le problème de la connaissance dans l'opinion publique du génocide. Bon, on a vu qu'il y a un sondage qui est sorti il y a 1 mois et demi qui montrait quand même qu'il y avait 80% des Français, je crois, ou 75% des Français qui avaient connaissance du génocide des Arméniens, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que le travail qui a été mené, toutes ces mobilisations, etc., et aussi peut-être l'enseignement qui commence à se développer depuis quelques années à l'école, ont produit leurs fruits. Bon, alors, bien entendu que la pédagogie, on va peut-être en parler après,
c'est quand même le meilleur rempart contre la récidive, mais aussi la connaissance qui est le fruit, qui est le résultat de ce travail politique. Justement, l'éducation, on va en parler, mais auparavant... Oui, non, je voulais juste dire également que, effectivement, je suis d'accord, la France a déjà reconnu le génocide arménien. Le fait qu'elle mette en place ce dispositif pour renforcer, comme si la France avait accepté en fait de renforcer cette reconnaissance avec un geste de plus, c'est au moment où les frontières de l'information sont totalement libérées. En réalité, ça non seulement ringardise la position de la Turquie aujourd'hui, y compris par rapport à son propre peuple, y compris par rapport à ses élites, ses intellectuels, par rapport aux journalistes qui travaillent en Turquie, mais en plus de ça, ça encourage tous les États qui n'ont toujours pas reconnu la réalité du génocide arménien à le faire cette année à quelques mois du 24 avril. À quelques semaines du 24 avril. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? Justement, cette question, elle est très importante globalement pour les Arméniens. On sait que à un moment donné, les échanges économiques, commerciaux, la pression de la Turquie, membre de l'OTAN. Aujourd'hui, la Turquie a des problèmes avec l'OTAN. En tout cas, le premier pays de l'OTAN, les États-Unis, sur différents dossiers. Israël n'a plus ces mêmes relations avec la Turquie. Quelles sont les raisons pour ce retard qui est quand même frustrant pour nous? Je pense qu'il y a des raisons économiques très fortes, parce que la Turquie exerce un chantage quand même extrêmement fort dès que la problématique arménienne se présente. Donc il y a des États qui résistent, et puis il y a des États qui n'ont pas envie, parce que probablement ça représente pas grand-chose pour eux. Ils ont plutôt envie d'aller, du côté de la Turquie. Mais ça ne veut pas dire que ces États ne savent pas, n'ont pas conscience qu'il y a eu un génocide arménien. Il y a aussi toute la problématique liée à la géopolitique du Moyen-Orient, la question des migrants, la question de l'Irak, de la Syrie. Justement, Emmanuel Macron nous donne l'exemple que, à la fois, on peut discuter avec la Turquie et en même temps fâcher la Turquie sur un sujet très très important pour elle. Alatoragnan. Non, sur la question de la reconnaissance du génocide, moi je crois qu'il faut quand même prendre en compte le fait que tout le monde démocratique a reconnu très majoritairement le génocide arménien. Et surtout le monde démocratique occidental, à savoir là où ça s'est passé. Après, en dehors de ce monde démocratique, il n'y a guère que les États-Unis dans le monde démocratique occidental qui n'ont pas reconnu. La Grande-Bretagne. Oui, le monde anglo-saxon, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce sont les deux pays qui participent d'un même axe idéologique. À cette petite nuance près quand même que dans le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Écosse ont reconnu le génocide des Arméniens, et qu'aux États-Unis, quasiment tous les États à un ou deux près, ont reconnu aussi de la même façon. Donc il y a chaque parti, l'ensemble des partis. Donc au final, on va arriver à l'ensemble des États qui auront reconnu, sauf l'État fédéral. Sauf le tout. Voilà, l'ensemble des partis aura reconnu, sauf le tout, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Voilà. Donc après, vous avez les États, les pays d'Asie qui sont complètement dans une autre sphère et dans une autre, même par rapport, que ce soit par rapport au génocide des Arméniens ou par rapport à la Shoah, etc. C'est pas dans leur histoire. Idem pour les pays africains. En revanche, les pays d'Amérique latine, reconnaissent aussi. Donc, voilà, il y a quand même toute une partie du monde qui est dans la sphère démocratique et de culture plus ou moins européenne, qui, là où ça s'est passé, qui a pris position très majoritairement pour la reconnaissance du génocide arménien. C'est ça qu'il faut voir. Alors, on dit que sous Erdogan, et on le voit, on le dit pas seulement, on le voit, les choses n'avancent pas en Turquie, bien au contraire. Sur cette question non pas de la reconnaissance pure et facile du génocide arménien, mais aussi de la prise de conscience. Est-ce que ce qui se passe en France, pourrait être déclencheur de quelque chose, même si on a peur aujourd'hui en Turquie de parler du génocide arménien, est-ce que cet acte ou ce geste de Macron a un impact direct sur les esprits, selon vous? Oui, ce que je essayais de dire tout à l'heure, je pense que c'est un encouragement de plus à la libération des esprits, puisque aujourd'hui les frontières des médias ont complètement disparu, et donc en Turquie, c'est un exemple de plus, une manifestation de plus d'un État comme la France, qui par ailleurs a de bonnes relations commerciales, économiques avec la Turquie.
qui par ailleurs a des relations sur la question des migrants, qui n'a pas fait preuve d'une agressivité ces derniers temps contre la Turquie. Donc ce n'est pas la France qui est arc-boutée contre la Turquie, mais sur ces questions-là, le fait qu'il y ait eu ce geste de plus est un encouragement à tous et à chacun, en fait, de prendre conscience qu'effectivement, en Turquie ou ailleurs, on doit continuer à donner un coup d'accélération à l'histoire et une revisite de l'histoire. Je pense que ça peut avoir un impact, alors forcément aujourd'hui pas directement sur Erdogan qui est complètement arc-bouté sur des positions ultra-négationnistes, ultra-nationalistes. Dont Emmanuel Macron a dit hier qu'il ne représentait pas la Turquie. Même si par ailleurs il a dit je veux pas me mêler dans les affaires souveraines de la Turquie, mais c'est quand même fort comme expression. Oui, il a dit qu'il représentait pas la Turquie, qu'il faisait une différence entre le président de la République turque et le peuple turc. Il a quand même aussi manifesté en public à plusieurs reprises des divergences avec le chef de l'État turc, et en privé, je vous raconte pas ce qu'il nous dit. Donc, et en réalité, c'est le cas avec l'ensemble des gouvernements. Quand on discute avec des diplomates de plusieurs pays, on se rend compte que le pouvoir Erdogan est détesté, en fait, par les chancelleries. Il est détesté. Et qu'aujourd'hui, heureusement pour Erdogan qu'il y a la crise des migrants, qu'il y a la crise du Moyen-Orient, pour tenir un peu les positions. Mais aujourd'hui, il est clair que nous avons gagné la bataille des idées. C'est très important. Alors, en France, depuis hier, ce matin, on voit que il y a des tweets qui sont presque négationnistes, qui mettent en doute l'existence du génocide, ou cette démarche. Il y a eu quelques expressions qui sont, comme on dirait, borderline. Donc, il y a des Turcs qui sont gênés par cela, et le jour du 24 avril se rapprochant, il peut y avoir des réactions négationnistes. Dans les écoles, on en a vu avec des gamins qui sont peut-être pas si conscients de cela, mais il peut y avoir quelque chose. Comment faire face à cela? Emmanuel Macron s'est exprimé là-dessus. Il est pour le combat contre le négationnisme, mais en même temps, par rapport à l'an dernier, il n'a pas évoqué du tout, alors qu'il l'a fait l'an dernier, la question de la pénalisation. Comment interprétez-vous ce silence total sur cette question? Permettez-moi de vous signaler que nous-mêmes, on n'en a pas parlé. Je crois que ce qui a été la réponse qui a été donnée à travers l'officialisation, l'inscription du 24 avril comme journée du génocide arménien dans le calendrier républicain, est un vrai pas en avant qui peut ouvrir la voie et puis qui peut relancer peut-être le débat sur la pénalisation du négationnisme. Donc je crois qu'il faut procéder par étapes et compte tenu des deux échecs qu'on a eus au Conseil constitutionnel, il était important qu'il y ait un signal au plus haut niveau de l'État qui puisse permettre éventuellement de rebattre les cartes. Mais en réalité, bien sûr pour nous c'est une question de principe parce qu'on ne peut pas accepter la décision du Conseil constitutionnel telle qu'elle a été argumentée, même si bien sûr elle s'impose à nous et comme elle s'impose à tout le monde. Mais il nous reste quand même un sentiment amer que du point de vue du droit, tout n'a pas été dit sur cette affaire-là. Et on a un sentiment d'inachevé. Et c'est vrai qu'on ne veut pas lâcher sur cette affaire-là, mais en même temps, on ne veut pas non plus que ce soit une impasse et que ça fasse obstacle ou ça fasse diversion, plus exactement, par rapport à des enjeux du monde arménien qui sont aujourd'hui bien plus importants que le négationnisme, qui est finalement, pour nous, qui répond à une question de principe. Mais la réalité du négationnisme en France, elle existe à travers les réseaux sociaux, elle existe, elle est présente, mais elle n'a pas ce caractère d'urgence qu'a par exemple la question du Haut-Karabakh pour nous, qui a un intérêt vital, ou la question de la sécurité de l'Arménie, qui a un intérêt vital. Donc il y a un moment donné où ce sont ces questions-là qui nous concernent au premier chef
qu'on préfère, les priorités changent. Qu'on veut mettre en avant, et les priorités changent. Alors, est-ce qu'il y aura... Mais ça ne veut pas dire que la question de la pénalisation, parce que je crois que c'est vraiment une affaire de principe. Je veux dire que bon, on va pas relancer le débat là-dessus, vous connaissez tous les arguments, mais on peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est. Mais en même temps, c'est pas l'urgence, et cette décision alors justement nous permet, pour clore ce volet sur la question de la journée de commémoration du génocide arménien, est-ce que le CCF, il est peut-être encore tôt d'en parler, mais est-ce qu'il y a possibilité pour capitaliser sur cette question, sur cet événement quand même, d'avoir une série d'événements préparants, marquants, communiquant autour de cette journée, où cette journée viendra et passera tous les ans Déjà, il faut dire que les médias se sont saisis de cette information. Tous les médias. C'est-à-dire, il y a eu une surface médiatique depuis hier soir, depuis l'annonce par le président de la République, en fait, de cette décision. Il y a eu tous les médias, les télés, les radios, la presse, tous les médias, les sites internet se sont emparés. Donc déjà, ça a événementialisé, en fait, cette annonce-là. Donc ensuite, on va organiser les choses avec l'Élysée, puisque c'est une décision du chef de l'État, de voir de quelle manière l'Élysée compte effectivement elle-même annoncer quand, l'appliquer, comment, et donc on verra ça dans les jours qui viennent. Parlons de l'Artsakh. Alors, vous l'avez dit à la Touragnon hier, l'Artsakh, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, je ne parle pas de nos auditeurs, c'est le Rarapar. C'est important de rappeler quand même ce changement de nom sur le plan constitutionnel, alors que dans la réalité, cela s'appliquait déjà, car il est important de revenir aux origines. Donc, l'Artsakh, le nom d'origine, le nom en arménien. Vous n'étiez pas tous les deux en phase avec le président de la République. Vos attentes et celles des Arméniens étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus directes que celles qu'un président de la République, tel qu'il l'a exprimé et expliqué hier, pouvait l'accepter. Où est le conflit, s'il y a conflit entre vous? Conflit, il y a des désaccords. On n'a pas du tout, évidemment, et par définition, la même approche et la même sensibilité aux problèmes. Nous, on est par définition impliqués dans ce combat, engagés dans ce combat, et la France est aujourd'hui dans une situation d'arbitre. Donc, chacun est dans son rôle. Nous, on est là pour faire valoir nos positions, pour faire connaître nos arguments, pour exprimer à certains moments donnés nos inquiétudes, voire nos indignations. Et le président de la République fait une réponse de chef d'État, sans effectivement concession, sans démagogie, en toute franchise. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas satisfait de ces réponses. Je ne pense pas que Mourad le soit non plus. Mais du moins, il y a un dialogue qui s'est établi dans la franchise, en transparence, d'une manière ouverte. Et je crois que ce dialogue en transparence peut être le début d'un dialogue peut-être plus moins ouvert, plus politique entre les différentes parties, et qui nous permettra de faire valoir de manière plus argumentée et plus technique aussi nos positions, notamment sur la question des chartes d'amitié entre les communes françaises et les communes du Haut-Karabakh qui pose visiblement problème. Alors rappelons, il nous a opposé hier. Il a enfermé le débat dans un débat juridique. Finalement, c'était effectivement pas le lieu. Puis de toute manière, on n'avait pas la possibilité de répondre derrière pour évoquer ça. Mais du moins, les questions ont été posées. Le problème a été mis sur la table clairement, je crois que très clairement même par Mourad, sur la question des chartes d'amitié, mais aussi sur la question des ventes d'armes, sur laquelle on a eu une réponse qui, de mon point de vue, est satisfaisante, même si il faut pas à vérifier. Parce que non, il s'est engagé à ce que la France ne vende pas d'armes qui soient susceptibles d'être utilisées dans le conflit du Haut-Karabakh. Donc c'est un véritable engagement dont il faut prendre acte. Alors justement, il faut en prendre acte. Il l'a dit et s'il déroge à cette parole, il sera dans une situation de parjure et ça nous appartiendra de le mettre en défaut. Mais je pense pas qu'on puisse lui faire
au moment où on parle, un procès d'intention sur une possibilité qu'il puisse d'ores et déjà penser à savoir comment il va contourner la parole qu'il vient de nous donner, quand même. Il faut être correct. Alors justement, quand je dis à vérifier par nous, les Arméniens, de ce qui se vend. C'est-à-dire que la parole, on peut y croire, mais qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on sait ce qu'on vend aux Azéris? Est-ce que la France vend aux Azéris? La France et les Européens ensemble. C'est public. C'est-à-dire que demain, si on veut savoir quelles sont les armes qui ont été vendues par la France à l'Azerbaïdjan, c'est tout à fait possible. Et on a la possibilité de faire analyser effectivement les caractéristiques, la nature des armes vendues, et si effectivement la parole du président de la République sera respectée ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont, techniquement ajustées. Et nous verrons si effectivement la parole du président de la République est respectée par les caractéristiques des armes qui sont vendues, ou si elle est respectée au bon vouloir de l'Azerbaïdjan. Donc on verra, on va suivre effectivement c'est comme l'histoire du satellite. Voilà, on va suivre ce dossier militaire de près, parce que nous verrons si effectivement le président de la République nous a fait une réponse qui est une réponse engageante pour lui, ou si c'est une réponse circonstanciée. La parole d'un président de la République est importante. C'est le chef de l'État. Normalement, s'il nous a fait cette réponse, c'est qu'elle doit être fiable. Maintenant, à nous de faire notre travail et de vérifier. L'objectif, en fait, de notre démarche, c'est-à-dire depuis 2 ans auprès d'Emmanuel Macron, depuis 1 an, depuis 2 dîners, le fait d'insister aussi fortement sur la question du Haut-Karabakh, c'est de lui montrer, de lui démontrer que les citoyens français d'origine arménienne que nous sommes, mais avant tout les citoyens français, sont totalement solidaires et en soutien aux revendications et aux droits du peuple du Haut-Karabakh. Et à chaque fois, nous lui avions spécifié que c'était la priorité des priorités pour nous, parce qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort pour un peuple qui a le droit de vivre sur ces terres. Et donc là, encore une fois, le président de la République a bien compris. Et lorsque nous avons eu cet aparté avec lui à la fin de son discours, nous avons encore insisté sur cette question du Haut-Karabakh et demandé aussi que la France puisse insister sur le fait que les autorités du Haut-Karabakh puissent revenir à la table des négociations. Alors là, il a fait une annonce intéressante quand il a parlé des parties centrales, je cite ses propos, les parties centrales doivent retourner à la table des négociations. Alors les parties centrales absentes de la table des négociations, c'est l'Artsakh. On peut pas comprendre. Il a répondu à nos interventions, c'est-à-dire quand on dit il n'y a pas le cas de l'Artsakh est le seul des conflits où la partie centrale ne fait pas partie. Mais c'est une bonne chose qu'il l'ait déclaré, alors qu'on sait que l'Azerbaïdjan ne serait pas favorable à cette. Bien sûr, mais en fait, c'est ça aussi l'objectif de ces dîners du CCF. C'est à un moment donné de pouvoir instaurer un dialogue qui finalement est public. Donc c'est un peu gênant, c'est un peu bizarre ce format où on instaure un dialogue public avec le président de la République, où il nous répond, on lui répond, même à la table où on était, on lui a répondu un petit peu, on lui a un peu coupé la parole, mais très poliment malgré tout, parce que voilà. Et ça fait avancer les choses. Parce que du coup, il y a 500 témoins qui sont là. Avant son discours ou après son discours? De quoi? Ces échanges vifs sur le Haut-Karabakh avec lui. Ben, pendant son discours, en fait. Pendant son discours. Pas à table. À table aussi. Oui. À table, on l'a prévenu avant. D'accord. On l'a prévenu avant, on lui a dit, vous savez, monsieur le président, on vous a invité l'année dernière à venir avec nous au Haut-Karabakh. Ben, nous, on en revient du Haut-Karabakh. On a passé 10 jours. Mais, comme on vous informe c'est notre sujet majeur, c'est le sujet central sur lequel on est mobilisé et sur lequel on lâchera rien du tout. Et puis, pendant son discours, on a continué à échanger avec lui. Et après son discours aussi. Voilà. Alors, pourquoi et comment expliquer le fait que, même si juridiquement ça tient la route, que le président de la République soit obligé d'aller si loin, en temps et en explication, à nous faire avaler l'histoire de la non-reconnaissance officielle de la République du Haut-Karabakh, et que ces chartes d'amitié, ça pourrait être dit en 2 phrases. Il a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que c'est une pression ou peut-être une promesse
à une autre partie, à l'Azerbaïdjan en l'occurrence, pour dire je ne laisserai pas faire et il n'y aura pas de charte d'amitié. La France s'engage. Est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait l'interpréter? Arat Touragnan. On peut l'interpréter comme on veut de toute manière. On peut aussi l'interpréter comme le fait qu'il prend au sérieux nos demandes et qu'il a une vraie volonté d'être pédagogique pour se justifier par rapport à, pour expliquer plus exactement sa politique par rapport à ses interlocuteurs que nous sommes et qu'il prend donc en considération. C'est-à-dire qu'il prend le temps, en effet, d'expliquer les choses. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il nous a convaincus, mais il y a une volonté claire pour lui de ne pas être pris en défaut, d'essayer d'être convaincant sur cette question-là. Et il a pris le temps d'être convaincant. On a eu quand même un discours hier du président de la République qui a duré pas loin de 3/4 d'heure. C'est énorme, surtout quand on connaît la situation du pays aujourd'hui, les contraintes qui sont les siennes, l'agenda qui est le sien, avec tous les problèmes qui sont liés au grand débat national, à toutes ces... Donc, moi, je lui rends quand même, je dirais pas que je lui tire mon chapeau, mais enfin, quelque part, je lui suis reconnaissant d'avoir pris au sérieux et pris en considération nos demandes. Et ça, il faut en avoir conscience. Ça ne coule pas de source, ça ne va pas de soi. On est suffisamment bien placé pour savoir pendant des années et des années quelle a été la politique, y compris des dirigeants français par rapport à la cause arménienne, qui était celle de vous n'existez pas et qui était celle du mépris. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a des présidents de la République, avec la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, avec le mandat de François Hollande, et ça continue encore presque de plus belle aujourd'hui avec Macron, qui considère que la communauté arménienne de France est un acteur politique à part entière et qui a droit à avoir des explications sur la politique étrangère de la France, en particulier sur cette question qui nous est évidemment particulièrement chère. Oui, je voulais rajouter que peut-être que nous avons cette sensation parce qu'en fait les négociations sont conduites par des diplomates. Des diplomates qui représentent donc des États qui ont des intérêts divergents dans la région. Là, il est important de souligner que entre l'Arménie, le gouvernement arménien qui fait partie des négociations, et les communautés arméniennes à travers le monde, et en particulier les communautés arméniennes de France, de Russie et des États-Unis, il doit y avoir une espèce de concertation au plus haut niveau pour qu'on puisse agir intelligemment. Et la pression positive que nous mettons, nous, sur le président de la République française, en tant que Français, encore une fois, et c'est là où c'est très particulier comme position, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'État arménien, on n'est pas le gouvernement arménien, nous sommes des Français, on n'a pas, nous, d'intérêt en tant que Français dans le Haut-Karabakh. Et c'est là où notre position est extrêmement puissante, en réalité, de la communauté arménienne de France. C'est assez étonnant de voir que nous mettons une pression positive aussi forte, en fait, aussi puissante, sur le président de la République française, sur cette question-là. Et il a bien compris qu'en fait, nous étions dans une course de fond. Voilà. Et qu'à un moment donné, quand lui, dans son discours, il a dit le temps, il faut laisser le temps faire, etc. Quand on s'est approché de lui à la fin de son discours avec Arat Touragnan, nous lui avons dit, Monsieur le Président, il y a des morts tous les jours au Haut-Karabakh. Il y a des Arméniens qui meurent tous les jours au Haut-Karabakh. Donc, votre discours qui a trait au temps, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre, parce que c'est notre priorité. Voilà. Et ça, c'est des choses que là, il n'est pas insensible, n'importe quel. Je dis pas n'importe quel président, mais lui, il n'a pas été insensible à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ces chartes d'amitié? Est-ce qu'elles seront purement et simplement effacées? Parce que lui, il a parlé d'initiatives individuelles, pourquoi pas, surtout d'initiatives humanitaires, allez-y, mais pas les chartes d'amitié. Qu'est-ce qui va se passer juridiquement par la voie administrative? Écoutez, déjà il y a quatre procès qui sont en cours. Il y a 4 plaintes qui ont été déposées par des préfets, par deux préfets, le préfet de la Drôme et le préfet de la Loire, contre Valence, Bourg-les-Valences, Bourg-de-Péage et Saint-Étienne. C'est ça. Hein. Donc il va y avoir probablement, on va peut-être aller jusqu'au procès.
À moins que, parce que nous on va continuer à exercer notre pression, en tous les cas notre demande et faire notre travail, à moins qu'on arrive à convaincre les services de l'Élysée et du Quai d'Orsay, et du ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay qui sont à l'origine de la circulaire qui a donné lieu à ces plaintes. Ces circulaires ont commencé du temps de Monsieur Hollande. Oui, dans le mandat précédent. Tout à fait. Alors la question, est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est administrative? Parce que sous Hollande, il y avait des gens proches de la question du Rarapar. Il y avait même un ministre de l'Intérieur de courte durée qui était même allé au Rarapar. C'est pas la même circulaire. Sous Hollande, c'est une circulaire qui désapprouvait. D'accord. Mais il n'y a jamais eu de procédure judiciaire contre les maires sous Hollande. C'était une circulaire qui désapprouvait. Voilà. Là, la circulaire va plus loin et la preuve en est, c'est qu'il y a 4 maires qui sont déférés devant le tribunal administratif. Alors, vous avez proposé, Moulay donc déjà c'était hier, un petit peu, c'était pas très amical. Là, ça l'est encore moins. Oui. Alors, vous avez proposé qu'il y ait une étude d'un changement du dispositif législatif. Vous avez même cité l'article qui mérite cette réflexion. Est-ce possible? Et qu'est-ce que ça peut changer? Oui, c'est possible. C'est le Code des collectivités locales et territoriales. Donc, il faut travailler. C'est la proposition qu'on a faite hier au président de la République. Il faut le travailler pour sa modification, pour que les maires puissent être totalement libres, en fait, d'engager des chartes d'amitié qui n'aient pas d'effet juridique et qui ne mobilisent pas des fonds publics. Ça c'était un des points. Qui ne mobilise pas des fonds publics. Donc, il y a un cadre pour ce genre de procédure. Il faut respecter un cadre, mais il faut continuer à les travailler pour les modifier, pour permettre aux maires, en toute sécurité, en fait, de pouvoir impulser des signatures de chartes d'amitié. Alors justement, au sein du Parlement européen, il y a à peine 2-3 ans, il y a eu une résolution qui poussait les États européens à se mobiliser, c'était sur la question du Rarapar, on ne parle pas d'autre chose, à créer des initiatives entre les sociétés civiles, c'est pas entre les pouvoirs publics, mais quand même, ça donne le là ça ouvre la voie pour des coopérations entre les Européens et l'Artsakh et les populations de l'Artsakh. Est-ce que cette résolution-là peut servir d'appui, puisque, même si toutes les résolutions ne s'imposent pas aux États, mais quand même il y a l'esprit de ces résolutions du Parlement européen qui doivent être entendues? Il faut travailler sur cette question. Il faut travailler avec les juristes, justement, pour que les maires soient très sécures sur ce dispositif-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les autres maires qui pensaient un jour signer une charte d'amitié avec l'Artsakh, ils vont se dire... On leur a lancé un appel hier. On a lancé un appel hier pour que tous les maires qui étaient là, qui nous entendent, les présidents des conseils régionaux et généraux, puissent effectivement signer des chartes d'amitié et se rendre en Artsakh. Ça, c'est très important. C'est un combat important pour nous. Il faut qu'on mette l'accent. Alors, on va parler du sens au lieu c'est-à-dire au-delà, Aratoranian, au-delà du sens événementiel, parce que c'est agréable, parce qu'on est heureux que de voir ces chartes d'amitié. Il faut qu'on parle aussi de la portée politique, l'internationalisation, de la reconnaissance de l'Artsakh à travers des localités, des petites localités parfois. En quoi ça peut être utile, justement, à la Touragnan? Comme vous l'avez dit, ça participe de la volonté, du projet de l'ambition générale de faire reconnaître la République du Karabakh, même si ça se passe à un tout petit niveau local. Mais ça répond aussi à une volonté, à une problématique humanitaire. Vous avez des populations, des villes qui sont totalement isolées et qui ont bien le droit, ces populations existent, quel que soit l'avenir ou le destin du statut futur du Haut-Karabakh, ces populations ont quand même bien le droit d'avoir des relations, d'avoir des ouvertures, justement parce qu'on veut les enfermer, parce qu'on veut les ostraciser, avec des communes françaises, d'ailleurs comme elles en ont avec d'autres. C'est ce que j'ai essayé de souligner dans mon propos hier. Il y a des chartes d'amitié ou l'équivalent entre des communes du Haut-Karabakh et des communes des États-Unis. Ça ne pose strictement aucun problème à Washington, bien que les États-Unis soient coprésidents du groupe de Minsk, et Bakou ne pipe mot là-dessus. Il n'y a rien. Donc il y a donc cet enjeu humanitaire, je dirais. Il y a l'enjeu diplomatique
participe de la reconnaissance du Karabakh, qui renvoie à la reconnaissance du Karabakh plus exactement. Et je crois que ces procès ou ces mauvais procès ou ces circulaires contre les communes ont été impulsés bien évidemment par la diplomatie azerbaïdjanaise qui essaye de contrer à travers ça la communauté arménienne de France à qui elle prête un bien grand pouvoir. Et ça peut se retourner à la limite contre eux, parce que maintenant ces histoires de chartes d'amitié deviennent un véritable enjeu. Et ceux qui voudront, dans les communes françaises, entrer en résistance contre une mesure qui est vécue comme injuste par rapport à une situation d'un peuple qui se bat pour sa survie, parce que les Arméniens du Karabakh se battent pas pour quelques arpents de terre de plus ou de moins, ils se battent pour leur survie. Donc ça peut donner à ces chartes d'amitié ça peut devenir un véritable enjeu politique qui peut se développer. Et je crois pas, en dehors de tous les arguments juridiques qui ont été développés, que d'avoir mis le doigt et d'avoir pointé ces chartes comme un moyen de contrer une influence prêtée à la communauté arménienne, ça ne va pas finir à la longue par se retourner contre l'Azerbaïdjan. Alors, justement, si en France, on a un problème administratif, juridique par rapport à ces chartes d'amitié, pourquoi nous, Arméniens, je ne parle pas du monde, mais en tout cas d'Europe, parce que hier à la soirée, il y avait des Arméniens de Belgique, et puis, bon, qu'ils soient présents ou pas, il y a cette présence communautaire en Suède, en Grèce, en Hollande, aux Pays-Bas, etc., et en Italie. Pourquoi ne pas répandre cette expérience française à l'ensemble de ces pays, en un certain nombre de pays européens, pour contrer l'effort azerbaïdjanais et faire oublier l'histoire franco-artsakiote pour aller ailleurs? Est-ce possible? Bien sûr que c'est possible, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, je sais qu'il y a un certain nombre de communautés dans des pays qui, à l'exemple de ce qui est fait en France, veulent le faire. Donc, on a déjà 8 États des États-Unis d'Amérique qui ont reconnu la République du Karabakh, de l'Artsakh. Et puis, effectivement, il y a des communautés qui commencent à... Nous, on a 13 villes en France qui ont signé des chartes d'amitié. Et effectivement, dans les mois et les années qui viennent, ça va complètement se développer. Et là aussi, ça va participer à la ringardisation de ce type de dispositif contre les chartes d'amitié. À partir du moment où il y en aura beaucoup qui seront signés, l'élan sera porteur. Sachant surtout qu'il y a beaucoup de parlementaires européens qui partent en Artsakh tous les ans. Donc, alors parlons de ce dîner, de cette soirée autrement, parce qu'il y a eu des moments d'émotion aussi. Alors d'abord avec Nadia Mourad qui n'était pas présente, bien entendu, cette jeune fille yézidi qui a été torturée, prise comme esclave sexuelle, et donc on imagine toute la souffrance qu'elle a dû endurer, et beaucoup de filles de son âge comme elle, et qui est aujourd'hui l'ambassadrice de cette souffrance, et elle témoigne de cette souffrance à travers le monde. Vous l'avez récompensée hier, ainsi qu'Élise Bogossian. Donc, 2 mots sur votre regard sur l'action d'Élise Bogossian. Vincent Duclerc a dit quelque chose de très intéressant, et on va parler de lui tout à l'heure, que les Arméniens ont le mérite de ne pas penser qu'à eux-mêmes. C'est vrai. Je crois que le travail qui a été mené depuis 6-7 ans par Élise Bogossian, qui a construit son association Élise Care mois après mois pour aller soigner des populations en souffrance en Irak et en Syrie, donc c'est une action extrêmement louable. Nous, on l'a suivi de près, on a soutenu Élise dans ce travail-là. Elle a été soutenue par un certain nombre de collectivités locales, de budget public, parce que son action a été, soutenue de toutes parts. Et on avait considéré au CCAF qu'on avait envie aussi de mettre cette année l'accent sur le soutien aux chrétiens d'Orient, et qui pouvait se manifester aussi par la récompense de ce formidable travail d'Élise, qui est en même temps un travail humanitaire, mais qui est en même temps un travail contre la douleur, au sens propre du terme, un travail contre la douleur. Et il nous a
paru intéressant en la mettant en lumière, elle est déjà très en lumière par sa propre action, mais en la mettant en lumière au dîner du CCAF devant le président de la République et toutes les personnalités qui étaient présentes, ça pourrait encore lui donner encore plus d'intensité et à son action. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu faire et associer également Nadia Mourad pour montrer également effectivement que les Arméniens ne pensent pas qu'à eux et que quand on demande le soutien des autres, il faut aussi savoir soutenir les autres. Alain Touragnan. Oui, c'est juste en un mot, c'est en cela quand même qu'on s'inscrit dans une démarche qui est universelle. C'est cette dimension-là qui est derrière. C'est que derrière le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et comment ne serions-nous pas concernés par toutes les souffrances et toutes les atrocités auxquelles doit faire face l'humanité aujourd'hui, et a fortiori quand ce sont sur des terres mêmes où on a exterminé le peuple arménien il y a 100 ans en construisant les camps d'extermination. Donc évidemment, il y avait une double justification à honorer Nadia Mourad et puis Élise Bogossian. Alors il y a beaucoup à dire sur l'action d'Élise Bogossian parce que nos auditeurs l'ont déjà entendu à la radio et puis par d'autres biais, mais quand même 2 mots sur l'action sur le terrain. Elle est toujours en Syrie et en Irak. L'Irak dans un sens strict, dans un sens large plutôt, mais aussi et surtout dans le Kurdistan irakien. Il a été avec les Yézidis. Il a été parmi les premiers à aller soutenir sur le terrain les Yézidis, comme vous l'avez dit, la souffrance, la douleur physique, de par son métier et son expérience. On aura l'occasion de reparler avec Élise Bogossian de son action. Vincent Duclercq. Alors, son action à lui mérite toute une émission, mais il faudra qu'on en parle pour mettre en lumière un peu la portée, le sens et ce qui va se passer avec le travail qui a été fait par un très grand nombre de scientifiques, d'historiens et sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale de France. C'est une initiative qui peut sembler simple, un travail d'historien, mais c'est pas anodin. C'est la France, encore une fois, qui met en avant ses chercheurs pour aller au fond de la question de la connaissance du génocide arménien à la Touragnan. Oui, de la connaissance et de l'enseignement, puisque cette mission va renforcer l'enseignement du génocide arménien, notamment dans les classes de première, à 2 moments dans l'année. Donc ça va revenir 2 fois dans l'année dans la classe de première. C'est un travail effectivement, c'est une mission extraordinaire qui avait été lancée par Najat Vallaud-Belkacem, qui avait nommé à l'époque Vincent Duclercq, et le gouvernement actuel a pris en héritage cette mission et lui a donné la possibilité de continuer. C'est évidemment très important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la pédagogie, c'est la meilleure arme pour lutter contre les risques de récidive. Il faut œuvrer sur la connaissance et il faut œuvrer au niveau de la prise de conscience que ces crimes contre l'humanité ne sont pas des crimes qu'il faut prendre à la légère et il faut déjà les faire connaître. Alors, en quoi consiste le travail de cette commission, Mourad Papazian ? C'est une commission qui va être en charge de renforcer en fait le contenu de l'éducation sur les génocides à l'éducation nationale. Donc c'est une mission qui a été confiée effectivement, ça a été la dernière décision de François Hollande nous concernant, qui a été confiée à Vincent Duclercq parce qu'il connaît bien effectivement l'histoire du génocide arménien et qu'il a une place à l'éducation nationale. Et donc l'idée, c'est de voir de quelle manière il est possible de développer encore plus l'enseignement des génocides à travers les programmes des collèges et des lycées. Pour terminer sur le contenu de cette soirée, puisque beaucoup de nos auditeurs n'y étaient pas présents, il y a eu quand même l'évocation de quelques personnages, 3 personnages importants,
pour deux d'entre eux du monde de la culture, un du monde de la résistance. Je vous laisse le soin d'en parler, puisque vous l'avez évoqué vous-même tous les deux, surtout à la Toranian à cette soirée. Oui, évidemment, Arsène Tchakarian, dernier survivant du groupe Manouchian, Charles Aznavour. Alors il faut dire au président de la République, c'est pas Manouchian. Oui, ça, les Français ont un problème avec Manouchian. Je peux imaginer pourquoi, mais effectivement, nous, on a là un travail effectivement pédagogique à mener. C'est, mais enfin, au-delà de cet aspect anecdotique, Tchakarian symbolise bien l'attachement et le dévouement des fils de rescapés du génocide arménien envers leur patrie d'adoption, puisqu'ils se sont battus pour elle, ils se sont engagés, et pour beaucoup ont payé cet engagement du prix de leur vie, alors même qu'ils n'avaient pas la nationalité française. Donc il y a évidemment une dimension totalement exemplaire qui est vraiment à mettre au crédit de l'histoire de la communauté arménienne de France. Et je crois que il n'y a pas besoin de s'étendre indéfiniment sur cet aspect-là. Tout le monde aura bien compris la symbolique. On a, Charles Aznavour, je ne vais pas en parler, mais enfin c'est quand même le meilleur trait d'union et là aussi le meilleur représentant et là aussi le meilleur symbole de ce qui rapproche la France et l'Arménie, puisqu'il est à la fois l'un et il est à la fois l'autre. Et il a été tellement exemplaire tout au long de sa carrière, de sa vie, que il n'y a rien de ce qui touche à Charles Aznavour qui peut laisser indifférents ou les Français ou les Arméniens. C'est vraiment la symbiose. C'est lui qui représente la symbiose entre ces deux entités, qui sont de toute manière très proches. Et c'est vrai qu'il y a peu de pays dans le monde dont les Arméniens et dont l'Arménie se sentent aussi proches que la France. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a toujours une attente particulière vis-à-vis de ce pays qui nous est cher. Et puis Michel Legrand, alors on a assez peu parlé de sa part arménienne. Et pourtant, Emmanuel Macron a été un des rares à évoquer dans son tweet les origines arméniennes de Michel Legrand, et c'est en son honneur, parce que je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, les chefs d'État, les hommes, les officiels en France évitaient de rappeler les origines des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus commun, de plus accepté. On avait même des premiers ministres qui évitaient de rappeler leurs propres origines. Donc, enfin, un seul. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Donc c'est important de rappeler que la France, et d'ailleurs Anne Hidalgo l'a fait également, que les Arméniens ont donné beaucoup à la France et continuent à donner à la France en tant que citoyens, comme on dit souvent, assez exemplaires de cette belle République. Merci à la Toranian, merci Moulata Pazian, co-président du CCF. Donc merci à nos auditeurs qui nous suivent et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sœurs sur table. Une émission proposée par Hype FM.